Sur le port, dans la boutique de Gigi, on vend à peu près tout, mais rien d'important. Juste les souvenirs. Des raquettes, des serviettes, des bouées, des ballons. Et tous les jours pendant la saison, les touristes viennent y acheter des porte-clés, louer des vélos et demander c'est par où la ruelle avec les maisons de toutes les couleurs? Ici, dès le plus jeune âge, on nous fait répéter la musique des commerçants qui vous souhaitent dans un sourire la belle journée en vous remerciant. Alors quand Gigi me laisse aller derrière la caisse, je sais très bien mon rôle. Il suffit de faire le grand sourire et la voix aiguë qui chante. Plus c'est niais, plus ça plaît. Et hop, la petite pièce dans la tirelire bateau. Mais ça quand même, ce n'est pas souvent, car plus ils en ont, moins ils en donnent. Aujourd'hui, c'était la folie. Avec les grandes marées, on s'est fait dévaliser. Il ne nous reste plus une seule épuisette, et pourtant ils ne sont pas tous là, ils arriveront la semaine prochaine, et alors ce sera autre chose. Gigi a appelé Titi pour qu'il vienne demain en urgence pour nous réapprovisionner. Cindy Pareo, la folle d'en face au pagne toujours noué dans le dos, est venue nous tenir la jambe. Elle débarque tous les 2-3 jours, soi-disant pour nous faire un petit coucou, mais elle s'accroche comme une bernique à son rocher. Et tout y passe, et on y a le droit dans le moindre des détails. Cette fois, elle voulait spécialement nous montrer la photo de son fils dans le journal. Comme il est sapeur-pompier volontaire, il a eu les faveurs d'un article dans le bulletin municipal. Elle surchauffait là et montrait ça à qui voulait dans la boutique. C'était fatigant. On ne l'arrête pas, Cindy. Elle peut rester plantée là l'après-midi entière. Alors pour qu'elle s'en aille, Gigi lui a demandé d'aller porter pour elle un colis à Rodrigue, le coiffeur d'à côté. Alors elle s'en est allée toute contente d'avoir été missionnée. Pauvre Rodrigue. À ce qu'il paraît, elle est restée jusqu'à la fermeture dans son salon à épuiser tout le monde. Avec les années, Gigi est devenue spécialiste pour de vrai. Elle maîtrise les spécimens de l'espèce humaine. Sans même vous regarder, rien qu'au rythme de votre pas ou à votre façon d'ouvrir ou de refermer la porte, elle sait qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous cherchez. Mais cette année, Gigi dit que ce sera la dernière. Elle n'en peut plus des mouettes en céramique. Jusque-là, elle prenait un saisonnier pour l'alléger, mais depuis 2 ans, ce n'est plus possible, alors je l'aide, je fais ce que je peux. Gigi ne voit pas le bout. Elle est toute bosselée, là, et ses mains tremblent. La boutique l'attaque jusque dans le corps. Pourtant, il faut bien qu'elle tienne. Il y a les échéances et les redevances de la vie courante. Gigi ne pleure pas jamais, jamais. Mais tous les soirs, quand elle ferme le rideau, elle a les yeux qui brillent. C'est la tristesse. Elle a tout fait toute seule, mais elle regrette. Je n'ai pas vu venir. Depuis l'été dernier, Gigi a des à côté pour subsister. Elle se propose, elle se présente, elle rend service, elle prophétise. Quoi qu'il arrive, je serai partie avant l'expiration de l'échéancier. Tous les mardis, l'infirmier vient pour écouter son cœur et mesurer son souffle. Vous ne marchez pas assez, il faut vous reposer, parce qu'à votre âge, vous devriez prendre un peu l'air. Vous en avez de la chance de vivre dans ce si beau paysage. Mais définitivement, Gigi préfère Internet, fumer et manger des chocolats à la liqueur dans son fauteuil tout troué. Et puis surtout, du matin au soir, derrière le comptoir, elle se consacre entre 2 encaissements à jouer à des trucs en ligne et à donner son avis sur des forums. Elle fait à présent partie des membres les plus actifs et elle compte bien conserver son titre. Gigi, elle dit que je suis son soleil, mais elle s'inquiète à cause de mes crises. Allez, à ton âge, tout est encore possible. Titi est arrivé à 9h avec ses gadgets. On ne peut pas le rater, quand il tousse, ça fait un bruit de mobilette. D'habitude, il ne vient que les jeudis avec sa vieille camionnette, mais là, il y avait urgence. Quand ils sont ensemble, Gigi et Titi sont inséparables. Ils déblatèrent et redéblatèrent contre tout. La vie, les choses, les phénomènes, ils sont incapables de s'arrêter. Ils ne font que parler, ils étaient à l'école ensemble, c'est pour ça. Dans celle de la rade, celle qui vient de fermer, ils s'adorent. Bah oui, ils s'engueulent tout le temps.
Gigi lui passe commande depuis toujours. Elle lui dit à peu près ce qu'elle souhaite et comme Titi sillonne la région, la semaine d'après, il lui rapporte à peu près ce qu'elle veut. Il s'arrange bien. Titi se débrouille. Il serait bien capable de vous trouver une assiette sans bord, une chaise sans pied, et même pourquoi pas, allez, la raison de l'existence. Titi, c'est un personnage notoire. Ici, tout le monde le connaît et il connaît tout le monde. Bon, il n'est pas au clair à tous les niveaux, il a ses trucs, ses combines. Ce n'est un secret pour personne, mais qui que ce soit jamais n'osera venir lui dire quelque chose. Et Gigi a en Titi une confiance aveugle. Elle dit qu'elle pourrait lui réclamer la lune, qu'elle l'aurait aussitôt dans son salon. Il a rapatrié dans la boutique une cargaison de trucs emballés dans des kilomètres et des kilomètres de plastique à bulles. Je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais leur scotch, là, il a le don de s'accrocher au doigt comme du papier tue-mouche. Gigi et moi, on a tout sorti. Elle, les torchons brodés, moi, les boules à neige avec le phare de la baleine qui clignote lorsqu'on appuie dessus. Bon, il n'y a jamais eu un flocon ici sur la côte, mais bon, ça émerveille. Titi en a profité pour regarder un peu les vélos. Il y a 3 ans, Gigi a eu l'idée, en complément de la boutique, de louer des vélos à assistance électrique. Le problème, c'est qu'il y a toujours un problème. Elle a essayé de les rendre, mais c'est trop tard. L'entreprise a fermé, il n'y a plus de techniciens agréés, personne ne peut plus rien pour elle, alors il faut rentabiliser. Quand ça déraille, que ça crève ou que la batterie est à plat, c'est Titi qui s'y colle. Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut à cause des assurances. Gigi attend patiemment que les derniers vélos rendent l'âme et puis elle arrêtera. Chaque matin, même si la boutique ouvre à 10 heures, les loueurs de vélos arrivent 30 minutes avant pour ne pas perdre une seconde sur leur journée. Ils attendent impatiemment l'ouverture. Ils sont parés, équipés de la tête aux pieds, de leur tenue toute neuve, là, en microfibre. Certains portent même ces sacs à dos high-tech qui font batterie externe avec poche à eau intégrée, annexée par un tuyau en plastique transparent qui vient jusque dans leur bouche afin de leur permettre de boire tout en pédalant. Ceux de ce matin avaient fait des stocks d'amandes et de fruits secs qu'ils se faisaient passer entre eux comme une manne céleste. On dirait quelquefois qu'ils partent pour un tour du monde, alors qu'en réalité, ils feront que 5 kilomètres, mangeront une crêpe à 12h30 au restaurant dans lequel ils ont réservé 3 semaines auparavant pour être certains d'avoir leur table qu'ils aiment bien, là où il n'y a pas trop de bruit, à côté du vieux gréement, photographieront 2 ou 3 mouettes, rouleront jusqu'au phare et diront « Tu trouves pas qu'il fait un peu frisquet ?» Rendront les vélos, puis rentreront tout fiers jusqu'à leur location. Les gens sont là. Ils attendent qu'on les serve. Ils voudraient tout le temps que tout soit prêt, que tout soit parfait. Ils attendent, ils espèrent, ils exigent. À la moindre bosse, au moindre reflet, au moindre ticket mal fait, ça nous pourrit dans les commentaires. Mais des commentaires, Gigi n'en a pas besoin si tu es là où elle est. Gigi, maintenant, c'est clair, elle s'en fout. Je n'ai plus rien à perdre, la boutique est à moitié à la banque. Ce dimanche, il y a eu un monde fou. Ça ne s'est pas arrêté de la journée. La saison est à peine commencée, pourtant le petit train touristique est déjà bondé. Et comme le terminus est pile devant les souvenirs du port, ça fait que toutes les demi-heures, en descendant des wagons, une fournée vient errer dans la boutique. Alors, on a eu une bande de camping-caristes hollandais, un bus complet de séjours seniors exigences, le club des mamies au chapeau rose, la férue de mots fléchés, le petit libraire qui est venu nous déposer son clafoutis de cerises au gingembre, plusieurs costumes en séminaire, de jeunes couples perdus dans les bracelets, les mères parfaites avec leur sac de la médiathèque, 3 motards à bandana, Dickers, le chien, bien décidé à braver l'interdiction formelle d'entrer dans la boutique pour faire le beau, et le clou du spectacle, Madame Lilin, l'ancienne CPE qui est tout de suite sortie quand elle m'a vu. En tout cas, moi, j'ai pas arrêté d'emballer des mouettes. Aujourd'hui, c'était vraiment la journée des mouettes. Tout le monde voulait des mouettes. Vers 17h, un vieux monsieur qui ressemblait à une poule s'est mis dans une colère noire. Comme nous venions de nous faire dévaliser, nous n'avions plus de pochette cadeau. Gigi a alors proposé à l'homme poule d'envelopper sa collection des plus beaux champs marins dans une feuille de journal entourée d'un petit ruban. Mais lui, au lieu de s'en accommoder, il a pété les plombs. Ce n'est ni fait ni à faire, c'est indigne des services proposés par la destination. Selon lui, nous ne méritions pas notre label qualité.
Sa femme, qui se tenait derrière, complètement tétanisée par son personnage de mari, l'a prié dans un chuchotis crispé de s'arrêter. Mais lui, il s'est mis à gueuler. Je n'ai jamais vu ça. Vous devriez quand même faire preuve d'un minimum de gratitude. C'est nous, c'est notre fric qui vous fait vivre. Gigi est devenue dragon et après l'une de ces longues respirations qui veulent tout dire, elle lui a ri au visage. Alors, irréparablement vexé, il a donné des coups de genou dans la vitrine, attenant à la caisse qui, en tombant, s'est explosée en 1000 morceaux sur le carrelage et ça n'a pas manqué de faire tomber l'étagère voisine. C'était dommage pour les figurines et les liqueurs. En plus, ça collait, je ne raconte pas le temps que j'ai mis à nettoyer tout ça. Le tout en m'assurant à chaque instant que personne ne marche dedans. Tout le monde dans la boutique baissait la tête, comme ça, sans dire un mot. Mais Gigi, elle le regardait tout droit dans les yeux, fixement, sans bouger, avec sa tête terrible qui voulait dire « Tu fais pitié, mon gars ». Finalement, sa femme a réussi à le traîner pour sortir, mais au seuil de la porte, il a lancé son CD comme un frisbee à la gueule de Gigi. Les gens, dans la boutique, ont fait comme si de rien, et ils étaient bien décidés à trouver leur prénom dans le tourniquet au bol. Je n'avais pas fini de nettoyer les ravages de l'homme poule qu'une famille d'Allemands a déboulé. Ils étaient 7 enfants et chacun voulait une glace différente. Comme je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, ils me montraient comme ça avec leurs doigts Twister, Rocket, Magnum, Calipo, Cornetto, Pousse-Pousse, Solero. Et le plus petit d'entre eux voulait absolument me donner l'argent lui-même. Son grand frère l'a porté sur ses épaules pour l'aider, mais dans un faux mouvement, le petit a fait tomber toute la monnaie au fond du bac à glace. Sorry, sorry. J'ai dû sortir une à une toutes les glaces en plongeant dans le freezer pour attraper chacune de ces petites pièces qui ont eu l'art et le don de se glisser dans les endroits les plus inaccessibles du bac. C'était la goutte de trop. J'ai commencé à avoir les choses tournées là, et le trou dans ma tête s'est ouvert d'un seul coup, et des rafales de mots me sont arrivées, et je me suis mis à respirer fort, à devenir toute chaude. Quand elle a vu ma tête, Gigi a tout de suite compris. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai laissé rentrer les tourniquets et moi je suis parti. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est de pire en pire, de pire en pire. Les mots dans ma tête, mais c'est une voix qui me parle. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne s'arrête pas. Quelquefois c'est trop et je n'arrive plus à bouger. J'ai peur. C'est comme si quelque chose allait exploser. Gigi dit que tout ça, ce sont les angoisses et qu'à mon âge, c'est encore normal. Mais quand ça s'emballe, je pars marcher, je me concentre sur des trucs, je compte les mouettes sur la plage, je trace des bâtons au crayon dans un cahier, je me fais plusieurs fois les tables de multiplication, les arrêts de ligne de bus ou l'inventaire des articles dans la boutique. Un jour, au self, entre les friands au fromage et le bac à purée, les mots m'avaient pris. Je m'étais mise à trembler et j'étais tombée par terre avec mon plateau. Tous s'étaient moqués de moi. Et on a fini par m'appeler la tarée. C'est pour ça que le collège, c'est fini. Je ne veux plus y retourner, on s'est trop foutu de ma gueule. Je ne veux plus souligner le titre en rouge, m'asphyxier au tableau dans les poussières de craie, colorier sans déborder les gouffres de mon cœur trop gros, m'effacer dans le fond en comptant les chaises et aller vomir la vie en cachette à chaque récréation. Je ne veux plus. Je ne peux plus. Ma mère, les profs, tout le monde dit qu'avec moi, on a tout essayé, il n'y a rien à faire. Heureusement, il y a Gigi pour croire un tout petit peu en moi. Mais Gigi, elle est en boucle. Les vacances scolaires n'ont même pas commencé, qu'elle me parle déjà que de la rentrée. Elle voudrait m'aider. Elle dit qu'il ne faut pas que je reste comme ça. Il faut que l'on te trouve quelque chose. Alors elle fait des recherches qui servent à rien sur Internet, où je lui dis que ça va, que c'est bon, que c'est pas la peine, mais elle ne me lâche pas. Elle me parle de plateformes, de dépôts, de fiches, de formulaires, de cases. Je n'y comprends rien. Elle est gentille, je m'en fous. Je prends sur moi, je dis OK, je dis d'accord, je dis ouais. La vie, quelquefois, c'est vraiment des toboggans.
J'ai dormi presque toute la journée. Et en fin d'après-midi, Gigi est venue me voir. Elle m'a fait une caresse avec ses grosses mains, m'a demandé si ça allait mieux. Et elle m'a raconté, ça a été atroce aujourd'hui. Sa voix était complètement éteinte. Elle avait perdu patience et fermé plus tôt en mettant tout le monde dehors. Ce serait bien de sortir un peu. Elle m'a proposé d'aller manger chez Fabrice. J'ai dit d'accord, mais avant, elle devait apporter des draps propres dans l'une des maisons dont elle s'occupe. Ce sera rapide. Je me suis levé pour l'accompagner, j'avais mal à la tête, j'ai galéré à m'habiller. On a marché le long de la plage, l'air frais me faisait du bien. Il restait encore quelques toucheurs de pierre de la sculpture locale qui attendaient leur tour dans la file. Et sur la promenade, comme elle connaît tout le monde et que tout le monde la connaît, Gigi marche mais super vite. Pour éviter de s'arrêter quand on la salue, elle fait un petit sourire et un petit geste pour dire qu'elle est pressée. On est passé devant chez Bob, mais il ne nous a pas vus. Il était débordé par les mangeurs de glace et de beignets de la fin de journée. À côté, il y avait Cindy Pareo qui faisait son numéro. Elle s'était trouvée un couple de retraités qu'elle était bien décidée à ne pas lâcher de sitôt. Il y avait un monde fou. Alors on a coupé par la Pinède. On a emprunté le petit chemin qui monte. Gigi a ouvert le portillon. Il donnait accès à une immense et impressionnante propriété. Gigi a traversé la cour de gravier blanc, vérifiant que les parterres allaient bien, puis elle s'est enfoncée dans les acacias et les touffes roses et jaunes. C'est à cet endroit qu'elle a récupéré la clé suspendue à l'intérieur du nichoir à oiseaux. On a marché sur les ronds japonais dans la pelouse très verte jusqu'à la porte d'entrée. Gigi m'a dit que c'était la maison de vacances de Madame. Madame ne vient plus que de temps en temps désormais pour se reposer et profiter un peu du paysage. Gigi l'a rencontrée il y a quelques années. Madame organisait à ce moment-là une réception chez elle et cherchait à tout prix à offrir à ses convives un petit quelque chose pour qu'ils se souviennent de cette soirée. Gigi s'était démenée auprès de Titi pour proposer des paniers d'assortiment avec thé aux fleurs, pots de miel, de sapin, mignardise, parfum, encens et caramel fondant qui ne collent pas aux dents. Ils en avaient été plus que satisfaits, alors Madame, au fil des années, avait demandé plusieurs fois à Gigi de reconduire l'idée tout en renouvelant bien sûr la formule. Et quand Gigi a vu s'approcher au loin le début de la fin, elle s'est proposée pour des petites choses en plus. Depuis, Gigi vient s'occuper de sa maison lorsque Madame est à la ville. C'est plein de petits trucs comme le linge, le courrier, les plantes, le chauffage en hiver ou recevoir les ouvriers, les experts et les paysagistes qui viennent régulièrement. Quand Madame s'annonce, Gigi prépare la maison afin qu'elle soit ouverte et fonctionnelle pour son arrivée. Mais Madame ne vient pas sous le vent, seulement 2 à 3 fois par an. Dans l'entrée, Gigi m'a fait enlever mes chaussures pour ne pas salir. Reste là, j'en ai pas pour long. Puis, elle est montée à l'étage faire les lits. Je me suis avancé silencieusement pour regarder les choses. L'intérieur de la maison était incroyable. Une grande baie vitrée offrait une vue splendide sur le phare et filtrait la lumière grâce à un système de stores bizarre en acajou. Sol et murs étaient recouverts du même marbre blanc. Au centre de la pièce, un tapis circulaire prenait la moitié du salon dans un camailleux de bleu dont le tissage dessinait des motifs mauves qui me faisaient penser au reflet du soleil quand il est avalé par la mer. Sur chaque mur, une répétition de miroirs fumés asymétriques rendait en reflet les variations du jour qui couche. Une horloge, sans cadran, sans chiffres, indiquait l'heure et une série de canapés compliqués encadraient un grand fauteuil en velours rose en forme de chewing-gum géant que l'on aurait fraîchement mâché. Sur l'imposante table basse, composée d'un plateau noir posé sur une base en chêne, se trouvaient des jarres en plastique fluorescent, des livres d'art et une série de poupées russes en silicone. Tout autour, il y avait plusieurs porte-revues et une dizaine de cages à oiseaux vides de plusieurs tailles. Au centre de la pièce était suspendu un immense lustre en forme de lune qui tournait sur lui-même et, face à la mer, triomphait un piano à queue magnifique. Je n'en avais jamais vu en vrai. Je me suis approché doucement, comme s'il s'était agi d'un animal endormi. J'ai ouvert le couvercle du piano et j'ai eu des frissons. Quand j'ai vu le clavier, je n'ai pas pu m'empêcher d'appuyer sur une touche avec l'index. Et alors, le son de l'instrument m'a prise par le ventre
et le petit trou dans ma tête s'est mis à s'ouvrir grand et je me suis mis à promener tous mes doigts sur les touches. Le piano me répondait et tous les mots de ma tête là se sont mis à sortir de ma bouche. Je suis devenu hors mesure et c'est dans l'élan cataractant avec le flux et les mots en convoi lorsque je m'abandonne dans les quarts d'heure craintifs à ce moment-là où jambes, genoux, replis, nuque, je sais pas ce que je dis, à ce moment où je m'abandonne et que je me relie à cet espace, à ce temps, dans les tumultes et la vasque et le trait et la gelée de prune sur les doigts, à cet instant où les mots en convoi me reviennent par le trou de ma tête qui est dans ta tête et les mots tombent dans le ventre comme un antre et je rentre d'ici, là, maintenant, dans le cœur, boum, boum, épitaphe et s'attache déjà lésine, carline, cotaline, que faire de ces mots-là à cet instant où je me grince, à ce moment où je me griffe, à cette heure, à cet instant où je me reprends, je me reprise déjà dans la couture, analphabète, etc., dans l'algorithme du convoi, rhapsodie d'ici déjà, couture de chant, et c'est les arrangements et les chances d'arriver dans les boum, boué, bal, ballon, bal, boule, boum, comment, est-ce que vous m'entendez avec ce qu'il faut dire, avec ce qu'il fallait arriver, bonjour, et coucou pour la beauté, avec ça, et l'escalator en première classe, et les choses, le manteau bleu, et les chances, et le genou que l'on attrape dans la tente, dans l'estrade, avec le gilet vert, et les chances d'arriver, la main sur la bouche, et le petit pull rouge, la caméra arrivée, et 4 personnes dans l'escalator, quelqu'un qui regarde son téléphone avec la cravate rouge, à cet instant, revenir, revu, revient, avec les tables érables, et je me coiffe les cheveux, à cet instant où j'esquisse sourire, et déjà, à cet instant où tempête et les nuits à page, paysage, page, je sais pas, la cathédrale de mots, ça, sens, sentir, senir, tenir, sénile, arriver, la voûte et les champs, c'est plastique, arriver maintenant à cet instant où je me rentre d'ici, je me ravale de là, avec le gilet, boum, kawaii, ce qu'il faut arriver pour ça, qu'est-ce qu'il y a, si ça te plaît, 2 par 2 dans le couloir, s'il vous plaît, ne courez pas autour du bassin, c'est mieux pour rien, avec tout ce qu'il fallait pour la gelée de prune, les mardis, les septembre et les murs que l'on ravale, à cet instant où je ne sais pas, où les mots me dépassent, et c'est un convoi, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que je dis, et coucou pour la beauté, avec tout ce qu'il fallait revenir, avec ça quand il fallait pour le charme des chamarrés, avec ça cueillir bouquet de ça à l'envers de tout, quand il fallait revenir par l'évidence et les chances et de se recomprendre, regardez mais quelle heure il a avec ça quand il fallait revenir pour n'importe quoi, mais bonjour avec ce qu'il fallait pour refaire et tout ça, guili guili et coucou pour la beauté, Riri le coco et la coquette et Isabeau nous parlent d'exphrasis sur l'estrade, avec tout et demi-Francis sur les stades, avec en 6 la saucisse que l'on attrape, petit apéro, apérole et les chances de refaire, mais c'est quoi en étonnement et la chance et tout ça, à quelle heure qu'on fait quand mais on est bien assis ou pas avec ça, quand oui que j'ai garé mon vélo, maintenant revient pour ça avec la bérette chin chin, olé olé, avec tout ce qu'il faut pour refaire, avec les manières de refaire un petit secret que l'on chuchote là-haut, et le bien et le pied que l'on douce, que l'on bange, que l'on rompe, que l'on ronfle, avec l'ougloum, avec les chances de refaire les booms, je m'attrape par la bouée, et c'est une danse, une chance, c'est le temps des soeurs, ou revenir jusqu'à quand nous chanterons, avec ça, bon, avec les refontaines, revenir et coucou pour tout ce qu'il fallait remettre avec n'importe quoi, et bonjour pour la beauté, à l'envers de ça, en rance moonwalk et tout ce qu'il faut, I wish, I want, et revenir dans le trou, dans les décibels, à cet instant où je me ramasse comme les rouleaux, et camarades, à cet instant où je refais, c'est qui parle à l'intérieur de ça, c'est chant, c'est le nuage magique à l'intérieur de ça, quand je me refais, quand je m'explique, quand je me maintiens, je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas aller au désolèrement avec le festin des amis quasi crus, avec les chances et les mini-princesses dans les catalogues, avec cet instant où on revient et tout ça, c'est dans le lobe, les chances, le sang bon, le parfum, l'air douce, les chansons, le rien, le bouffe, la chance, le doung, le bracelet qu'on oublie dans le train, avec ça, quand il fallait, vous êtes assis à ma place, excusez-moi de vous déranger, arrête avec ce doung, avec tout, on arrive bientôt à peu près terminus, olé olé, avec la beauté, quand on revient dans le truc, je prends des airs prestigieux en fumant demi-slow, avec ça, quand il fallait en slow motion pour l'émotion, avec ça, carif, et tout ce qu'il faut, qu'est-ce qui t'arrive, avec ça, maintenant revient avec tout ce qu'il faut, et hop là, c'est mieux maintenant pour refaire avec ça quand il y a la salsa, avec maintenant revenir avec le maintenant, c'est ça, jambes, genoux, replis, nu, corps camètre, orguimètre, agloumé, je me boum basse avec les bastoff, quand j'en essaie dans les nombrils des géants à me faire les voulvoutes drances des 1000 appris avec les drouftes tombées, quand je me gloupstais à l'intérieur des slois avec les nouveaux vocables des loins qui me chantaient par la prémisse et les chances de refaire l'adolescence en congé et les chances quand je reviens pour me deviner rewind, fracasse et tout ce qu'il faut pour arriver dans la suture des événements et refaire ça quand il faut réussir à se raconter en flashback dans le slow, dans le clip, émotion et refaire avec ce qu'il faut pour redire avec la chance, arriver et les chances, c'est une danse, une transe, une douche, une branche, une branche, avec ça maintenant revenir avec ça, mon drift et maintenant ramasse tes soucis d'eau avec ça quand il fallait réussir à mettre la pluie à l'intérieur de soi, sèche tes larmes, j'ai trop pleuré les matins, la peine dans le lavabo et le linge sèche tout seul dans le seau, boubou la boutique avec ça
quand il fallait revenir avec les chances, les crèmes, les glaces, les doutes, les tresses, les doutes, les glosses, les fresques, les barges, les bouches, les gongs, les chants. Quand nous chanterons, avec maintenant revenir avec ça, quand il la 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 la, bon revenir bonjour avec maintenant refaire. Ah, ah, ah. Je serais incapable de dire combien de temps cela a duré, mais Gigi m'a sorti de la musique en me secouant très fort. Elle était toute blanche, je ne saurais pas dire si elle pleurait, mais elle a pris sa tête entre ses mains. Ah là, non vraiment, ça ne va plus du tout. Elle a fermé le piano, ça, non, ça ne se fait pas. Ici comme ailleurs, on touche avec les yeux. Gigi a ramassé le panier à linge qu'elle avait fait tomber et a été le déposer dans la buanderie. Elle s'est dirigée vers la porte. Allez, on y va. Et elle a fermé la maison avec une lenteur inquiétante. On est quand même allé chez Fabrice. Je n'ai pris qu'une crêpe au citron et un diabolo. Nous n'avons presque pas parlé, c'était pas la peine. Gigi touillait continuellement le sucre dans sa tasse à café. Elle regardait sans bouger le flux continu des corps touristiques déambuler sur la promenade avec leurs cornets, leurs joies et leur appareil photo. Et devant nous, sur son caillou, Monsieur How Many en était toujours à compter. 1991, 1992, etc. Il passera un nouveau million demain, vers 16 heures. Merci beaucoup pour cette lecture et cette improvisation. La Destination, c'est donc ton deuxième roman. J'aimerais que tu nous parles de ce lieu, mais avant cela, qu'on revienne sur cette lecture. Tu me disais juste avant que tu t'installes au pupitre que c'était toujours très étrange de se lire. Tu es comédien, metteur en scène, donc tu as l'habitude voilà, de performer. Qu'est-ce que ça change de lire des mots qu'on a écrits pour un roman, ce qui n'est pas du théâtre? Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler de la performance que tu nous as offerte, de cette improvisation, puisque donc dans le roman, vous l'avez compris, on a cette jeune fille, la narratrice, qui a des mots dedans qu'elle n'arrive pas à faire sortir, et puis il y a ce moment où elle appuie sur une touche de piano et tout sort comme ça, et donc évidemment, dans le roman, cela n'apparaît pas. Est-ce que tu peux nous parler, oui, de cette lecture à la fois de dire je avec des mots qui ont été pensés pour le roman et puis l'idée d'improvisation? Merci beaucoup, Sonia. Merci à vous d'être là. C'est important. Sinon, on serait simplement des personnes qui parlent tout seuls. Oui, c'est toujours étrange de remettre des pas nouveaux dans des pas anciens, et surtout quand il s'agit du texte écrit et conçu et rêvé pour un autre personnage, parfois même pour d'autres acteurs, actrices. En l'occurrence, là, c'est se saisir d'une voix qui est celle d'une jeune fille, et donc, mais que j'ai portée en moi pendant un certain moment et que je connais bien. Et donc, c'est toujours un peu délicat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop prendre de place sur ce que l'on est en train de livrer, sans mauvais jeu de mots, mais justement de la faire résonner pour que chacune puisse pouvoir la faire s'étendre dans son écho. Voilà, c'est la première fois que je le fais, en fait, que je lis ce texte devant un public. J'ai écrit beaucoup à la voix, enfin j'écris beaucoup à haute voix, et je me corrige en cherchant cette musicalité-là de la voix. Justement, peut-être je fais une parenthèse, mais est-ce que tu peux nous dire aussi justement comment tu as trouvé cette voix? Est-ce qu'elle a été évidente? Tu dis d'un seul coup se mettre dans des pas anciens, c'est être donc cette jeune fille le temps de l'écriture. Comment est-ce que tu as trouvé cette voix au moment de l'écriture? Bah, disons que c'est un personnage, c'est toujours une chambre d'écho des préoccupations d'un auteur ou d'une autrice, je pense, à un moment T. C'est comme une photographie en mouvement qui s'écrit dans l'espace-temps qu'est la page, page vivante, dynamique, au gré des semaines et des mois d'écriture. Et là, en l'occurrence, j'avais envie et besoin d'être accompagné par ce personnage, puisqu'on dit souvent qu'on accompagne un personnage, mais en l'occurrence, là, j'ai eu le sentiment, moi, d'être accompagné. Et je pense que ça fait écho aussi à toute une part d'intimité, de connaissance et des entretiens que j'ai pu mener avec une vraie personne qui, en tout cas, trouve beaucoup d'écho dans l'histoire que j'étends, que je trame au gré du récit, et aussi des paysages que je porte en moi et dont certaines peuvent être les complices. Et il y a aussi cette atypie, ou en tout cas
cette construction intérieure qui est la mienne, en tout cas, qui fait que j'avais aussi envie de mobiliser cette chose-là qui est en moi depuis quelques années, c'est-à-dire cette voix du dedans, qui est une sorte de bourrasque de mots que j'arrive à parler depuis quelques temps et qui fait l'objet de spectacles, de performances. Là, au mois de décembre, tout un spectacle qui repose sur ce processus-là de création, enfin d'écriture en direct. C'était d'ailleurs l'objet de ma thèse de doctorat. Comment écrire peut créer un corps athlétique et comment parler et créer et articuler la parole en fait de l'écriture, la voix de l'écriture, comme le dirait Jon Fosse, ce moment où les mots arrivent dans la tête. C'est ce à quoi je me consacre depuis quelque temps, dans cette idée aussi d'écrire dans un principe de out of consciousness, de stream, comme ça, de conduit, de tuyau, parce qu'en fait, quand on écrit, j'ai l'impression souvent, en tout cas, que c'est pas, c'est mes mains qui sont dictées par quelque chose, et j'essaye de poursuivre ça, notamment à la scène, et ça fera l'objet d'un spectacle qui s'appelle Morphage et qui rendra hommage aux fantasmagories du XVIIIe siècle, notamment à Robertson qui faisait ces numéros de convocation de fantômes dans des caves à Paris à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la période de la terreur, enfin en tout cas une période post-révolutionnaire, où c'était une période où on essayait de reconvoquer des disparus et faire des fantasmagories, ce qui littéralement veut dire convoquer l'invisible, faire apparaître les fantômes. Et de mobiliser ce petit nuage là qui est autour de ma tête et que je peux convoquer un peu comme un Sangoku qui appelle son nuage magique pour pouvoir le surfer et l'explorer à travers le souffle du poème du dedans, même si c'est déconstruit, même si c'est bizarre, même si c'est d'une certaine façon un écho aux psychophotographies de Strindberg ou certaines rêveries de Metterlinck. Enfin, il y a cette chose de la forêt un peu magique que j'essaye de convoquer. La question s'est posée à un moment donné, justement, d'écrire ces poèmes du dedans. Et rapidement, il t'est apparu comme une évidence qu'il ne fallait pas les écrire. Justement, là, on a eu quelque part la chance d'avoir à la fois le texte du roman et ce poème. En l'occurrence, dans le roman, la question s'est posée à un moment donné d'écrire ou pas ce qui sortait justement par la bouche de la narratrice pendant ces moments de transe. C'est assez étrange de dire ça, surtout quand on fait des livres et qu'on s'y consacre le plus clair de son temps. Mais je crois que je cherche davantage l'écriture que le texte, c'est-à-dire son mouvement, sa danse, son continu, sa vie, plutôt que sa fixation, son arrêt et sa mort, puisque le texte est la mort de l'écriture, c'est un figement, et seul, et c'est pour ça que je me consacre à faire du théâtre, puisque c'est un art de ressusciter aussi ces signes morts dans le parallépipède qu'est le livre, qui est une sorte de tombeau des voix. Et donc, ça a été tout mon chemin. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à faire ce cycle de photographie, un peu, je regarde Antonin, mais un peu péréquienne aussi, parce qu'il y avait cette idée d'écrire au jour le jour, en étant une sorte d'éponge comme ça, écrire en rétine vivante. Et donc, j'écrivais, je remplissais une page tous les jours comme ça, sur ces flux, soit dicté par la voix, soit écrit continuellement. J'avais condamné la touche échappe de mon ordinateur, et l'idée, c'était d'écrire dans une sorte à la manière d'un trublion qui verse comme ça, dans une sorte d'eau comme ça qu'on continue et qui ne pouvait jamais se remonter. Et en fait, pour réussir à trouver à débloquer mon processus qui m'avait enfermé, j'ai supprimé tous ces 500 fragments que j'avais accumulés au gré des années, et ça m'a libéré, et ça m'a fait comprendre en fait ce que je disais tout juste là, c'est-à-dire que je cherchais la danse de l'écriture plutôt que sa fixation, et que la force imaginative du lecteur ou de la lectrice dans la lecture, pour moi, pouvait être un appel puissant et une résonance qui pouvait simplement imaginer ce qui était dérobé, ce qui était caché, escamoté par cette décision de ne pas mettre ces tornades du dedans qui, par définition, et comme je l'ai fait là, se change en permanence, c'est jamais la même chose. Et ce que je cherche dans ce motif de publication, c'est l'inarchivable, quoi. On a rencontré la narratrice, on a entendu sa voix à travers la tienne, on a rencontré Gigi, Cindy Pareo, tu as évoqué Monsieur Aoumeni à la fin de l'extrait, il y a ici aussi Fonfon et Chouillu et plein d'autres personnages. Est-ce que tu peux nous parler de
de ces personnages, de ce que tu voulais raconter à travers eux, et peut-être que ça nous amène aussi, parce que c'est lié au titre du roman, La Destination, de ton intérêt pour ce lieu en particulier qui est la station balnéaire. Dans ton premier roman, on était dans une zone commerciale, c'est quelque chose qui est très important dans ton écriture, à la fois la question des lieux, le territoire, mais aussi la question des personnages qu'on pourrait dire, en simplifiant vraiment, mais qui sont des personnages de la marge. Oui, il y avait cette résolution et ce désir de mener un travail sur ce qu'on appelle des hyperlieux, c'est-à-dire des espaces qui sont fabriqués pour des usages. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment un espace fabrique des usages et comment ces usages fabriquent du langage et comment ce langage crée de nouveaux comportements, de nouvelles rêveries. Et avec Nul si découvert, paru aux éditions de l'Olivier en 2020, il y avait cette vocation de faire vivre l'espace du centre commercial, là, la station balnéaire, et d'agir ici comme une anti-carte postale, en fait, en collectionnant un petit peu ces touches un peu impressionnistes pour essayer de mettre, et tout l'amour que j'ai pour le dessin et la bande dessinée qui permet parfois de suggérer par un trait ou une trace une figure, un souvenir, quelqu'un que l'on croit connaître ou que l'on a connu ou que l'on connaîtra. Enfin, il y avait cette idée-là de créer une sorte d'image, d'album vivant à l'intérieur duquel cette adolescente évolue comme une sorte d'Ulysse de 16 ans qui évolue avec ses mythologies locales et qui la font grandir. On a évoqué ton premier roman, Nil s'est découvert. La Destination, c'est le deuxième. On peut dire qu'il y a un lien assez évident entre ces deux romans et entre le projet sur lequel tu es en train de travailler, qui est un projet pour la scène pour l'instant, mais qui deviendra également un roman. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont finalement une sorte de trilogie s'est dégagée au fil de l'écriture? En fait, on essaie toujours de construire du sens et de créer de l'ordre dans le chaos, qui est l'écriture, qui est ce continu-là. Et donc, Nul si découvert, les centres commerciaux, cet espace de consommation, un être-monde qui essaie de dévorer, une sorte de road trip périurbain à l'intérieur de ces espaces que l'on connaît tous. De la destination, les stations balnéaires et cet âge pivot qu'est l'adolescence, qui est un espace, pour moi, un âge du mouvement, en fait, où le mouvement est à l'intérieur de soi et le monde, quelque part, est une manière, un terreau pour nous faire grandir. Et trois, qui c'est celui-là, texte en cours d'écriture, qui donnera la parole à Martial Richaud, dit l'homme-bus de Lausanne, qui travaillera à même le réseau et les véhicules, puisque pour la première fois, je travaille à partir d'un fait réel, mais que je déploie en mythologie contemporaine pour donner la parole à cette figure-là, qui est un personnage qui, dans les années 80, jouait à faire le bus, n'ayant pas pu devenir chauffeur de bus. Donc, il a décidé de créer sa propre ligne, son propre jeu, sa propre, son propre groupe, sa propre compagnie de transport en commun, dans laquelle il rêvait à la fois les passagers, les conducteurs, les conductrices, etc., etc. Et pour moi, c'est l'idée de penser la notion de réseau, un peu comme l'étoile d'araignée, mais de voir comment, en fait, la question que posera ce texte, et c'est un peu le cas dans les deux autres aussi, c'est comment, en fait, à l'âge adulte, quelqu'un qui joue trop est inquiétant, et un enfant qui ne joue pas assez inquiète aussi, en fait, le rapport au jeu, en fait, est pour moi très important quand. Et c'est aussi tout un récit de l'émancipation, parce que bon, c'est des choses qui me sont chères, et parce que c'est aussi mes origines sociales, mais c'est la notion du déterminisme social, et notamment quel imaginaire nous est rendu possible et accessible par l'environnement dans lequel on grandit, et de voir comment des trous, des brèches sont possibles par l'imaginaire et par le pouvoir des mots, tel que fut mon expérience, en tout cas, dans l'existence humaine. C'est-à-dire que les mots m'ont permis de me transformer, et je pense aussi, ou en tout cas d'échapper à certaines violences voilà, symboliques dont j'ai pu me prémunir par les mots et l'imaginaire. Et j'essaye de donner aussi ce porte-voix, ces paroles, des marges, des personnes des bords, de la périphérie, celles et ceux qui ne sont rien. Je mets en citation, et vous retrouverez l'auteur. Mais en tout cas, ouais, cette idée de faire aussi entendre ces vertiges du dedans, qui pour moi sont des bijoux très précieux et que l'on a tendance à galvauder et à oublier. Bah, merci de partager ces bijoux très précieux avec nous. Merci infiniment, Valérien. Merci à vous toutes et tous Merci qui avez pour votre partagé écoute, merci pour ce votre moment présence. avec nous. Bonne soirée.